Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes ravis de vous accueillir à cette première journée sur le partenariat patient dans les soins et l'éducation citoyenne à la santé, dans le cadre de la première semaine du partenariat patient organisée par le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public de la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur. Alors, nous présentons donc Sébastien Rubinstein et Maëlle Tisser en tant que tandem de partenariat patient professionnel de santé. Mais nous sommes aussi chefs de projet au CI3P. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser pour cette journée à la place des patients partenaires dans les soins et plus précisément à la manière dont ceux-ci peuvent accompagner des personnes en situation complexe en coopération avec des professionnels de santé. Mais avant de parler de leur place et de leur accompagnement, nous allons revenir sur l'évolution de l'écosystème de santé de ces dernières années. En effet, celui-ci vit une mutation profonde. Les patients ne sont plus seulement des récipiendaires de soins, mais deviennent des partenaires à part entière, des acteurs dynamiques. Parmi les figures de proue de ce changement, Luigi Flora, chercheur patient et docteur en sciences de l'éducation, occupe une place centrale. Co-directeur patient du Centre d'innovation du partenariat avec les patients du public, CI3P, à la faculté de médecine de l'Université Nice-Côte d'Azur, il est l'une des forces motrices du développement du patient partenaire en France. Le modèle de Montréal, mis en lumière dans les travaux de Paumé, Carazivan et également de Luigi Flora ici présent, propose un paradigme relationnel où les savoirs professionnels et les savoirs expérientiels des patients interagissent de manière complémentaire pour enrichir le soin. Ce modèle articule la notion de patient partenaire autour d'un référentiel de compétences structurées qui reconnaît le rôle actif des patients dans la formation, la recherche, ainsi que dans la gouvernance des soins. Le patient est ainsi présent et représenté à toutes les étapes du soin, de sa conception à sa réalisation. Dans cette idée du soin, il n'est jamais exclu de ce qui le concerne directement. Le CI3P, fondé en 2019 au sein de l'Université Côte d'Azur, est l'incarnation française de cette vision portée par le modèle de Montréal. Rattaché à la faculté de médecine, il est codirigé par un médecin, le professeur David Darmon, et un patient, Luigi Flora. Le CI3P joue un rôle structurant dans plusieurs volets. La formation, avec des patients formateurs intégrés au cursus universitaire notamment, la recherche, notamment sur les savoirs expérientiels et leur reconnaissance institutionnelle, et l'innovation organisationnelle en santé. Le père aidant et le patient partenaire représentent deux figures émergentes dans le champ de la santé, toutes deux fondées sur la valorisation du savoir expérientiel. La paire aidance trouve ses fondements dans les alcooliques anonymes aux États-Unis et dans les sociétés de buveurs en Europe occidentale. Dans les années 1970, la paire aidance connut une étape majeure aux États-Unis avec le militantisme de Judith Chamberlain. Judith Chamberlain se qualifiait de survivante de la psychiatrie. Elle demandait une meilleure reconnaissance des bienfaits curateurs de l'entraide mutuelle. Puis, aux États-Unis, se développèrent des initiatives locales de recours à la paire aidance professionnalisée avec l'introduction de peer support workers dans les équipes de soins psychiatriques. Puis, l'idée de peer support workers, SMA au Canada, est connue des développements francophones au Québec au début des années 2000. En 2012, les premiers pairs aidants ou médiateurs de santé pair, c'est l'appellation française, commencent à intégrer des structures de soins extra-hospitalières au sein d'équipes pluridisciplinaires des hôpitaux psychiatriques. C'était 15 hôpitaux psychiatriques. En France, leurs objectifs sont fixés par le promoteur du programme, le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, CCOMS. Les pairs aidants doivent contribuer au renforcement de l'alliance thérapeutique, encourager l'autonomie des patients et participer à la déstigmatisation des maladies psychiques. Pour effectuer leur travail, ils disposent de deux outils majeurs, l'autodivulgation et le savoir expérientiel. Alors moi, je peux parler un petit peu de cette expérience pour avoir fait partie de la première cohorte de médiateurs de santé pair formés en 2012 au sein d'un DU
à l'université Paris 8. Alors, c'était donc une expérience portée par le CCOMS, la CNSA, les divers hôpitaux psychiatriques des régions Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et région PACA. Donc, il y avait 15 hôpitaux, 30 médiateurs de santé pairs et ceci était réparti en binôme. Et effectivement, euh, pour ne pas m'étendre trop, mais quand même vous donner l'essence de ce travail en rapport avec notre intervention d'aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que l'autodivulgation et le savoir expérientiel sont effectivement deux outils voire deux fondements, suivant comment on se positionne, de la paire aidance et de la paire aidance en psychiatrie que j'ai pratiquée, mais il me semble que ces deux outils ne concernent pas uniquement la psychiatrie, puisque nous espérons tous un jour que la paire aidance, comme elle s'est pratiquée en psychiatrie, puisse se pratiquer dans les autres soins somatiques, puisque normalement, il n'y a pas d'entrave majeure à cet exercice. Donc voilà, mais aujourd'hui, pour le moment, en France, la pérédance ne s'exerce professionnellement, c'est-à-dire dans les équipes de soins, uniquement en psychiatrie. Voilà, donc les promoteurs de ce programme, donc, auquel j'ai participé, ont voulu que les médiateurs travaillent sous forme de binôme, c'est ce que j'ai dit. Ils voulurent ainsi éviter un risque apparu lors de l'expérience québécoise, la solitude du médiateur, ancien patient sur son lieu de travail. On parle des pères aidants alors qu'on parle des patients partenaires. Alors, je vais revenir un petit peu sur la notion de patient partenaire, mais c'est parce qu'il y a à la fois des similitudes et aussi quelques différences, et on va y venir. La notion de patient partenaire, elle est issue des travaux académiques qui ont été réalisés à l'Université de Montréal et qui est désormais connue sous le vocable de modèle de Montréal. Ce modèle, il propose au patient de devenir un acteur essentiel de son soin, tout en lui offrant la possibilité de rentrer en interaction égalitaire avec tous les acteurs du soin, c'est-à-dire entre autres les professionnels de santé. Et en fait, à Montréal, il va se développer les premiers patients partenaires qui vont être intégrés à l'enseignement de la médecine et qui vont développer des activités liées à leur savoir expérientiel. Comme on l'a dit, un des concepteurs du modèle, c'est Luigi Flora, et je vais te citer, dans un article qui est paru en 2024, pour lui, les patients sont reconnus, je cite, pour leur savoir expérientiel de vie avec la maladie et les compétences qu'ils mobilisent. À ce titre, ils sont considérés comme des personnes légitimes pour prendre les décisions les plus adaptées à leur projet de vie, en collaboration avec les professionnels de santé. Le patient est vu comme une personne accompagnée progressivement au cours de son parcours de soins pour faire des choix de santé libres et éclairés et prendre des décisions de soins plus optimales, se faire son expérience de vie avec la maladie, et ses compétences sont reconnues comme contribuant aux soins qui le concernent. En France, la réelle volonté intégrative du patient ne s'est manifestée qu'à partir des années 2008-2009 et les travaux sur le patient formateur menés notamment par Emmanuel Jouette et Luigi Flora qui ont par la suite transposé le modèle de Montréal et son emblématique patient partenaire. Il s'est d'abord développé dans des universités parisiennes, puis à l'université de Nice au sein du C3P, qui a intégré, et c'est important, au département d'enseignement et de recherche de médecine générale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le patient partenaire et le père aidant ont de nombreux points communs. Le point commun essentiel, c'est celui de l'utilisation professionnelle du savoir expérientiel. Dans ces deux professions, les patients œuvrent en utilisant leur vécu de la vie avec la maladie. Ce n'est pas un simple vécu qui est raconté sous forme narrative, c'est un discours qui est réfléchi, critique et distancié sur sa propre pathologie. Un autre point commun, c'est ce dont parlait Sébastien, la capacité d'autodivulgation. Parce que dans un cas comme dans l'autre, le patient, c'est nécessaire qu'il soit capable de se raconter pour que son discours puisse servir à d'autres patients à se sentir mieux accompagnés. Ce discours sur la maladie peut permettre, dans les deux cas, de former des professionnels de santé et de mettre à bas certaines représentations liées à un savoir qui est trop académique. On reviendra sur ce versant, sur la question d'enseignement, jeudi notamment.
Les patients partenaires et les pairs aidants, ils possèdent aussi la possibilité commune d'intervenir dans les formations universitaires des professionnels de santé, notamment les médecins, les infirmiers, les psychologues, les kinés, les orthophonistes. Cette fonction, elle est plus développée chez les patients partenaires qui sont presque toujours rattachés à une université. Pour les pairs aidants, le recours à leur savoir dans le cadre universitaire, il est plus ponctuel et il dépend du fait que les enseignants connaissent l'existence et la pratique du métier de père aidant. Les différences entre pères aidants et patients partenaires en France tiennent surtout à leur insertion dans le milieu, dans le monde professionnel, c'est ce que j'évoquais précédemment, à leur rémunération et à leur formation. En effet, les pères aidants en psychiatrie sont employés par des structures pluridisciplinaires en santé mentale depuis le début des années 2010. C'est notamment le travail du docteur Vincent Girard avec l'équipe Mars à Marseille. C'était une équipe de psycharité incluant des patients, des, euh, des médiateurs pairs ayant connu la rue. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des départements français comptent un ou deux pairs aidants rémunérés par des institutions, soit de soins psychiatriques, soit des structures comme des GCSMS. À Nice, par exemple, c'est le cas pour un chez-soi d'abord qui a intégré dès son commencement un père aidant. Voilà, là, je crois que il me semble que c'est le cas pour tous les autres un chez-soi d'abord en France aujourd'hui. Des formations de pères aidants en santé mentale, DU, licence et autres, existent dans de nombreuses universités françaises. Comme je l'ai dit, hein, approximativement, c'est une formation par région. Bon, nous, avec celle que nous mettons en place avec Maël et l'aide des autres membres du CI3P, ça va en faire deux dans la région, parce qu'il y en a une autre et un autre DU à Marseille. Et ces formations, elles permettent aux futurs pères aidants d'être employables quasi immédiatement. Voilà. Donc la situation des patients partenaires, elle est très différente. Ils sont employés par peu d'universités, qui sont leurs principal employeurs dans le modèle de Montréal, et de nombreux hôpitaux font pour le moment peu de différence entre eux et les patients experts, bien que dans la littérature scientifique, la tendance soit à une baisse de l'usage du vocable de patient expert au profit de celui de patient partenaire. Toutefois, leur emploi par les universités, de plus, leur emploi par les universités est rendu possible par l'arrêté du 27 janvier 2025 qui ouvre la voie à des binômes d'enseignement professionnel de santé patient. Avant, c'était possible, simplement, cet arrêté formalise, légalise la pratique déjà des pères aidants, des patients partenaires intégrés aux équipes d'enseignement. Voilà, donc là, c'est vraiment une voie légale et nous espérons éventuellement des normes plus contraignantes qui n'ouvriraient pas seulement des possibilités, mais affirmeraient un droit opposable éventuellement à des patients partenaires pour intégrer les équipes d'enseignement universitaire. Voilà. Pour le moment, on en est seulement au stade d'un arrêté et nous espérons beaucoup mieux dans le futur. Les universités pourraient aussi employer des pairs aidants pour les cours de psychiatrie, voire de médecine générale. Devenir patient partenaire, accompagnant dans les soins, c'est d'abord accepter une transformation personnelle et collective. Le patient ne doit plus seulement relater narrativement son vécu, mais le structurer sous forme de compétences transmissibles, comme celles évoquées dans le référentiel de compétences du patient partenaire développé par Luigi Flora dans un article fameux de 2015. Donc, cela suppose des formations spécifiques, une reconnaissance institutionnelle, une posture claire qui n'est ni réduite à la simple empathie, ni confondue avec un rôle
qualifié de soignant, mais une posture plutôt intermédiaire. Voilà. Le CI3P est le moteur de ces transformations en soutenant non seulement les patients partenaires, mais aussi les institutions dans leur acculturation au partenariat en santé. Et cette idée a été développée récemment, en 2020, par Luigi, Jean-Michel Benatar et David Darmon. Voilà, dans un article paru, voilà, dans un article publié. Voilà. Merci Sébastien. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes formes que peuvent recouvrir les tandems de partenariat dans les soins. Nous parlons de tandem car le patient partenaire ne peut l'être que si un professionnel de santé l'est avec lui. Les interventions de la journée seront donc en tandem de partenariat patient-professionnel de santé. Tout d'abord, nous accueillons Magali Ferret, qui est patiente partenaire, et Jean-Michel Benatar, qui est médecin coordonnateur opérationnel du CI3P, autour d'un atelier dont la thématique est les mots de l'art du soin en partenariat avec le patient. En effet, au CI3P, nous accordons une importance toute particulière aux mots du soin, car nous savons que les mots peuvent favoriser le soin ou le saboter. Comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ensuite, nous accueillerons Jessica Gilquin, patiente partenaire, et Jessica Martineau, psychologue clinicienne, autour du thème partenariat patient lors d'un parcours en thérapie cognitive et comportementale. Elles nous parleront du partenariat des patients dans leurs propres soins et la manière dont ceux-ci, dont le parcours peut se construire singulièrement dans la relation et la confiance. Pour clôturer la matinée, Nicole Guido, psychiatre, et Guillaume Lecuyer, père aidant, nous parlerons de l'institutionnalisation du partenariat de soins en santé mentale à l'hôpital. On le disait tout à l'heure, ça reste un modèle novateur et l'institutionnalisation, qu'elle soit dans les hôpitaux ou dans les facultés et universités, elle est nécessaire et fondamentale. Après un temps de pause autour d'un buffet, mais aussi autour de l'exposition qui a lieu à la bibliothèque universitaire autour du thème du partenariat, nous nous retrouverons à 13h45 pour partager un temps d'échange et d'atelier d'écriture à partir de la bande dessinée Il était une fois mon lipœdème, écrite par Claire Fourneau, qui est patiente partenaire et qui sera en tandem avec Jean-Michel Benatar. Après, il y aura un second temps d'échange et d'atelier d'écriture autour des ouvrages d'Yves Roussement, qui est aussi un patient partenaire. Ces ouvrages s'appellent Cicatrices, écrire et guérir, toujours en tandem avec Jean-Michel Benatar. Ensuite, il y aura un petit temps de pause, et puis nous nous retrouverons pour échanger sur la souffrance des professionnels de santé à partir de la bande dessinée Omerta à l'hôpital, écrite par le docteur Valérie Auslander et illustrée par Soskul. Ce temps d'échange sera animé par David Lucas, étudiant en médecine, en tandem avec Luigi Flora. Pour clôturer la journée, nous accueillerons Florence Licori, patiente partenaire, en tandem avec le docteur Isabelle Pourra, autour du thème le partenariat patient, ensemble et jusque dans les défis. Nous vous souhaitons une très belle journée sous le signe du partenariat.